Donc, passons au dernier joueur du jour, le gros morceau peut-être, je crois qu'on l'avait tous les deux numéro 1 de notre classement. C'est Marc Gasol évidemment, 10 saisons sur la décennie, 15 points de moyenne, 33 minutes de jeu sur la décennie dans l'ensemble, 22 700 minutes, c'est le 10e total de la décennie, donc plutôt pas mal, ouais. 688 matchs, là encore c'est dans le top 20. Au niveau du palmarès, défenseur de l'année en 2013, il a été nommé défenseur de l'année en 2013, on l'oublie. Le titre en 2019 avec les Raptors, évidemment. 3 fois All-Star, finalement, c'est pas tant que ça, 3 fois All-Star. En 2012, 15 et 17. 2 fois All-NBA à peine. En 2015, il est All-NBA First Team en 2015 et All-NBA Second Team en 2013. Et puis, ça c'est marrant aussi, je sais pas si tu t'en souviens, moi je m'en souviens très bien. Il est All-NBA, enfin All-Defense Second Team en 2013. Donc, c'est-à-dire qu'il est élu défenseur de l'année, mais il n'est pas dans la première équipe défensive. Et ils avaient mis qui à la place? DeAndre Jordan? Je crois que c'était DeAndre Jordan et il s'était un peu arrangé pour qu'il y ait une égalité, mais parce qu'en fait à la base il était même pas dans les All Defensive Team du tout. Voilà, c'était génial. Ils avaient fait genre il y avait une égalité avec je sais plus qui, mais bref. Voilà, c'est terrible ça. Ah oui, c'est terrible. Oui, je m'en souviens. Ouais. Et donc voilà pour le palmarès individuel. Au niveau des comparaisons de draft, pas mal celle-là. NBADraft.net, eux pour la comparaison, je ne sais pas si tu connais, c'était Todd McCullough. Pas du tout. Je connais le nom, mais moi non plus. Alors, c'est plus que moi je ne connaissais même pas le nom de Todd McCullough, qui a 3000 minutes en carrière. Et les mecs qui sont allés faire une comparaison, donc Marc Gasol, c'était un mec qui a 3000 minutes en carrière. Et ils l'ont pas comparé aux frères, du coup. Et non, c'est vrai que c'est bizarre. Tu as raison. Bah après, comparé à un mec qui a fait 0 carrière NBA, c'est plutôt pas mal aussi comme manque de respect. Ouais, j'avoue. Et puis pour Draft Express, qui sont un peu plus sérieux, le meilleur scénario possible pour eux, c'était Mehmet Okur. Voilà. Ok, pas cool pour sa défense, mais ouais. Mais il a fait un peu mieux. Ouais. Et puis le pire scénario possible pour eux au moment de la draft, c'était Mark Jackson, mais pas le coach, un autre Mark Jackson, qui lui aussi a fait 7000 minutes en carrière à peine. donc voilà pour les comparaisons de draft. Au niveau des surnoms, Big Mark, évidemment, Big Spain, parce qu'il est grand et qu'il vient d'Espagne. Waouh, super la créativité des surnoms. On avait aussi le Big Burrito, parce qu'il est grand et qu'il est espagnol, burrito, tu vois. Ouais. Après, est-ce que c'est pas mieux que de se faire appeler le Matador Enfin bon. Oui. je ne sais pas. Oui, je crois que c'est Doncic qui avait eu des trucs un peu nuls comme ça. Ah, c'était nul. Hein. Mais bref, donc son parcours, 26 ans au début de notre décennie. Alors d'ailleurs, il a qu'un an d'écart avec LeBron James, hein, d'ailleurs. Je le signale. C'est fou. À peine un an d'écart pour dire. Mais bon, c'est plutôt LeBron James l'anomalie, mais bref. Donc 26 ans déjà au niveau au début de notre décennie. 2011, il est titulaire 32 minutes par match à Memphis, évidemment. Déjà la paire avec Zach Randolph, qui était là en place depuis 2010. Et 12 points de moyenne pour Marc Gasol. En playoff, c'est le fameux upset contre les Spurs au premier tour. Et puis ensuite, il tombe contre OKC au deuxième tour. La fameuse. C'est 4-3, ouais. Exactement, série en 7 matchs dantesque. Donc voilà pour 2011. 2012, toujours 36 minutes de jeu par match pour Marc Gasol, 15 points de moyenne. En playoff, ils perdent contre les Clippers au premier tour cette année-là. Et puis ensuite, la revanche en 2013, l'année d'après pour Memphis. Lui, il fait du 14 points de moyenne cette saison 2013. Et donc, en playoff, ils battent la revanche contre les Clippers. Ils battent OKC, qui n'a plus Russell Westbrook. Et puis, ils vont carrément jusqu'en finale de conférence. Ils perdent contre cette fois les Spurs, évidemment. Donc ça, c'était 2013. 2014, toujours 33 minutes de jeu par match, 15 points de moyenne pour Marc Gasol. Ok. En playoff, c'est éliminé contre OKC au premier tour. Une série en 7 matchs, encore une. 2015, toujours 17 points de moyenne, donc un petit step-up offensif, mais 17 points de moyenne. Il est All-Star cette année-là, et il est même All-NBA First Team cette année 2015. En playoff, ils battent Portland au premier tour, et ils sont pas loin de faire l'upset contre Golden State, tu sais, la fameuse série où ils mènent 2-1, mais finalement ils perdent. 2016, 52 matchs à peine pour Marc Gasol cette année-là. Enfin bon, c'est pas une saison complète quoi. Mais toujours 35 minutes de jeu par match, 16 points par match, etc. En playoff, ça perd contre les Spurs au premier tour. Les Spurs d'ailleurs de LaMarcus Aldridge et Kawhi Leonard. 2017, 34 minutes de jeu par match toujours. Quasiment 20 points par match pour Marc Gasol cette année-là. D'ailleurs, il est All-Star de nouveau cette année-là. En playoff, ça tombe encore une fois contre les Spurs de Kawhi Leonard au premier tour, malheureusement. Et puis 2018, c'est la première année où Memphis n'est pas compétitif. 33 minutes de jeu par match, 17 points, mais pas de playoff pour Memphis, malheureusement. 2019, il fait un début de saison canon. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, les deux portent l'équipe et personne ne les voyait en playoff et finalement ils sont premiers à l'Ouest pendant quelques temps, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. Un peu comme Utah de cette année, par exemple. C'est ça, ouais.
Effectivement, donc il fait 53 matchs à Memphis, 16 points de moyenne, 33 minutes de jeu par match. Mais bref, en gros, il est un peu remis sur pied pour être échangé, et donc il est échangé à Toronto. Et puis il finit l'année à Toronto, 25 minutes de jeu par match à Toronto. Évidemment, ça va jusqu'au titre, on connaît l'histoire. Et puis 2020, dernière année de la décennie pour Marc Gasol, 44 matchs, 26 minutes de jeu par match, 7 points de moyenne à Toronto sur cette année 2020. Et en playoff, c'est éliminé contre Boston au deuxième tour de la bulle, donc la même équipe évidemment que Pascal Siakam, on en a déjà parlé. Mais bref, donc oui, pour te lancer un peu sur son profil et qu'on puisse débattre du joueur, c'est un monument de longévité lui aussi, et de longévité je trouve au haut niveau, mais à quel point est-ce que toi tu l'as un jour imaginé haut dans la hiérarchie des joueurs NBA? Ah, c'est terrible, je voulais te poser la même question pour commencer. En fait, je me disais, est-ce que, par exemple, parce que si on parle de Marc Gasol, on parle d'un pivot dans une période où quand même les pivots étaient un peu, enfin le poste de pivot était un petit peu délétère. Euh, donc c'était probablement un des meilleurs pivots de la ligue, mais est-ce que pour toi, par exemple, moi j'avais l'impression que la réponse était non, il a été par exemple top 10 en NBA ou top 15 en NBA de manière assez franche pendant une, deux, trois saisons, quoi. Bah, non, moi je pense pas. Voilà, je pense pas non plus. Mais même top 20, je me pose la question, il a peut-être été top 20, il a flirté top 20 certaines années, mais ça me paraît pas non plus une évidence, quoi. C'est ça. Mais à côté de ça, j'ai l'impression qu'il a pas mal d'arguments pour être fait pour ce classement de top 100 de la décennie. Déjà parce que, comme tu dis, monstre de longévité, parce que il arrive dans ses meilleures années au début de ce classement et qu'il reste quand même assez loin des blessures, que dans l'impact, par exemple, sur le jeu qu'il a pour son équipe, on peut dire que c'est le leader ou le co-leader de cette équipe de Memphis de manière assez incontestable. Qu'il a un impact défensif assez monstre et que c'est couronné par ce titre de défenseur de l'année, mais qu'il y a quelque chose en tout cas je trouve, sur le plan de basket, de beau de le faire en n'ayant pas spécialement de capacité athlétique hors norme et en n'étant pas un protecteur d'arceau dans le typique du joueur qui saute très haut et qui donc fait de l'intimidation. Il est quand même une plaque tournante offensive de son équipe, même si l'équipe est relativement limitée offensivement. Et il est dans une équipe qui, tous les ans, n'est pas un prétendant au titre, mais quand même suffisamment compétitif pour permettre d'avoir des séries de playoffs disputées, même très disputées. Et dans une période où la conférence Ouest est quand même assez ouverte, il y a, pendant notamment les 5 premières années des années 2010, il n'y a pas un leader incontesté et dont on se dit il va de manière quasiment assurée en finale à l'ouest. Et donc, il y a beaucoup je trouve, de joutes qui lui permettent aussi de ressortir assez grandi dans ce classement, contre les Spurs, le Thunder, les Clippers notamment, et dans lequel il joue régulièrement des rôles cruciaux, quoi. Bah, le fait est que pour moi, il a jamais été quasiment top 15 ou top 20 de NBA. Ok, mais j'ai l'impression qu'il passe 10 ans en étant top 40 peut-être. Ouais, Et du coup, ouais, c'est ça. c'est pas mal, quoi. Alors, top 40 au grand maximum, quoi. Mais il y a des fois, il était même plutôt top 30, top 25, quoi, je veux dire. Mais donc voilà, à aucun moment il a eu un pic à ce point fabuleux, mais de la longévité en étant très très bon, hein, top 40 NBA, pour moi, pendant quasiment 10 ans, quoi. C'est quand même plutôt pas mal. Ça a plutôt de la valeur, surtout dans notre exercice du jour de classer sur la valeur cumulée, évidemment. Et c'est vrai que bon, le défenseur l'année 2013, moi, c'est le genre de truc où je n'y accorde pas trop d'importance. Sur le trophée en lui-même, je veux dire. Après, c'est vrai que c'était un défenseur très complet, mais voilà, le profil offensif, on a eu un scoreur assez sympathique qui pouvait faire un peu tout bien, mais rien non plus de fantastique en termes de fréquence ou d'efficacité. Donc, un peu de post-up, un peu de mi-distance, un peu de 3 points sur la fin, un peu de jeu sans ballon d'intérieur, on va dire, mais jamais rien à un gros volume, en étant implacable. Mais jamais rien de forcé non plus. C'est ça, ouais. Oui, bien sûr, un peu dans le flow du jeu, mais en même temps, forcé, tu dis forcé, mais avec une connotation négative, mais on peut le dire aussi, jamais forcé, avec connotation positive c'était pas lui qui allait forcer les choses quand il fallait, quoi, non plus. Aussi, Il y avait ce côté-là aussi, ouais. aussi, quoi. C'est le C'était double globalement le tranchant, problème quoi. de cette équipe en général, c'est qu'on savait pas trop Oui, vers qui se tourner dans le moment où c'était compliqué, quoi. oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Et ce qui fait que, voilà, offensivement, on avait, bon, le passing était de très bon niveau. Après, voilà, c'était pas non plus Nikola Jokic, c'était pas non plus un créateur de ce niveau, c'était plus le passeur sympathique qui fait tourner le jeu, qui peut opérer depuis le poste haut, mais voilà, c'était pas non plus je sais pas ce que t'en penses, mais c'était pas non plus un initiateur premier depuis en tant que passeur, quoi.
Oui, mais bon, en même temps, enfin, encore une fois, le poste de pivot est très vide dans cette période-là, donc du coup, je pense que ça lui donne effectivement un petit peu plus de rayonnement, mais même le fait de créer à haut niveau au poste de pivot, c'est quelque chose de finalement de très récent. Dans l'histoire de la NBA, je pense à Bill Walton, mais sinon après on a un trou jusqu'à la période actuelle où on a des Nikola Jokic Ouais. et des pivots qui sont plus responsabilisés poste haut. Mais du coup, je pense pas qu'il aurait pu de toute façon faire plus que ça dans la mesure où on n'aurait même pas attendu de lui qu'il fasse plus que ça, quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui. Mais bon, du coup, là, on a ce côté passing qui est sympathique, mais pas transcendant, quoi, on peut dire. Non, non, effectivement, on n'est pas sur un joueur dont on allait attendre de faire 8-9 passes décisives dans le match au poste de pivot, ce qui aurait été effectivement un gros game Ouais. changer. Ouais. Après, tu vois, sur le côté scoring, par contre, oui, il prenait ce qu'il y avait, et il forçait jamais les choses, comme tu dis. Malheureusement, l'efficacité est jamais non plus totalement satisfaisante, je trouve, sur cette C'est vrai. décennie, avec en plus sur des volumes qui sont pas non plus fantastiques, quoi. Non, effectivement. Le début de décennie, je crois, est plus costaud que la deuxième partie, mais c'est pas élite, quoi. Ouais, alors, parce qu'en fait, au début de décennie, on a des volumes qui sont relativement modestes, hein, on va dire. On Ouais. est même pas, on est au 20%, donc voilà, un truc assez bas, 20% d'usage. Et sur ces volumes, il oscille, il est un peu au-dessus de la moyenne, on va dire. Plus 7%, plus 3%, plus 5%, ok, c'est pas mal. Après, post 2014, enfin du coup 2015, on a des volumes qui commencent un peu à augmenter. Il prend de plus en plus d'espace offensivement. Mais c'est là un peu que l'efficacité, elle est pas toujours aussi bonne. Du coup, on flirte un peu plus avec la moyenne, voire même un peu en dessous de la moyenne, carrément après 2018 et 2019 notamment. Oui, Et les même, 2-3 dernières saisons, c'est compliqué de mémoire. ouais. Et même quand il arrive à Toronto, bah, c'est un volume qui est un peu ridicule aussi, hein. Donc, Ouais. donc il y a ce côté scoreur occasionnel, on va dire, mais vraiment pas plus que ça. L'intérêt de son profil offensivement, c'était qu'il pouvait faire un peu tout bien, et le côté passing, évidemment. Mais après, c'est vrai que c'était peut-être surtout un joueur défensif. Je sais pas si tu veux un peu développer là-dessus, mais pas quelqu'un d'hyper athlétique, comme tu disais, mais vraiment le défenseur, le protecteur de panier, intelligent et toujours bien placé. C'est ça, je trouve que quand on disait tout à l'heure d'un Marcus Aldridge qu'il avait été un peu surprenant, bien coaché, etc. L'impression que Marc Gasol, pour le coup, c'était un joueur qui était plutôt naturellement bon en défense. C'était pas effectivement supposé être le pilier. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui était supposé être le pilier défensif d'une équipe, mais par contre d'être dans des rôles bien spécifiques et d'être très bon dedans. J'ai le souvenir par exemple de la série contre les Bucks quand il est à Toronto. Je trouve que c'est parfaitement le genre de registre dans lequel il allait être bon parce qu'il avait une mission bien spécifique avec un schéma défensif mis en place. Et lui, il avait vraiment un rôle à jouer là-dedans de placement et de timing, quoi. Et je trouve que Oui. c'était ça qui était plutôt bon chez lui. C'était, voilà, il arrivait au bon moment, il faisait peu de fautes et il savait se placer, quoi. Bah, c'est ça en fait. Je trouve que c'est pas tant. Si on doit classer par exemple vraiment purement sur la protection du panier, je le mets en dessous de certains autres sur la décennie, hein. Oui, Évidemment en dessous de Rudy Gobert. Mais même tu vois, quelqu'un comme Serge Ibaka, moi je trouve que je mettrais Serge Ibaka purement sur la protection du panier, un peu au-dessus par exemple. Mais l'intérêt aussi avec le profil de Marc Gasol, c'est que ça allait au-delà de seulement la protection du panier, c'est qu'il y avait un côté intelligence de jeu beaucoup plus global, et il apportait beaucoup de liants défensifs, j'ai l'impression, de par c'est ça. toujours ses bons placements, l'intelligence de jeu, la communication et tout ça, qui fait que, oui, strictement sur la protection du panier, c'était pas un des tout meilleurs, mais par contre, le défenseur global que c'était, c'était quelqu'un de très polyvalent, plutôt mobile, et puis surtout très intelligent et qui apportait vraiment ce liant à la défense de Memphis, qui a été une très très bonne défense pendant pas mal d'années. Et je pense que lui était aussi une des grosses raisons de ça, quoi. Les arrières défensifs, bon, c'est sympathique, mais je pense que la valeur d'un protecteur de panier et d'un intérieur, globalement, est plus grande que la valeur de Mike Conley ou de Tony Allen au point d'attaque. Bien sûr, et ça c'est quelque chose que tu répètes enfin, très souvent sur le Basket Lab, c'est parce qu'effectivement, un pivot a un rôle très différent de celui d'un extérieur en défense. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que s'il n'avait pas été dans des bonnes équipes avec une bonne discipline défensive, peut-être qu'on n'aurait pas retenu Marc Gasol comme un des défenseurs majeurs sur le poste de pivot de la C'est décennie. vrai. Et que sa valeur, c'était d'être excellent dans des rôles spécifiques. Et même, j'ai l'impression que finalement, c'est un joueur qui était fait pour être un role player plus plus, et qui finalement s'est retrouvé à avoir un rôle plus grand que ça, et il a plutôt bien assumé. Mais autant offensivement que défensivement, il était fait pour rentrer dans un moule, quoi. Oui, oui. Effectivement, je pense que il aurait fait le même niveau de performance chez les Spurs de Popovich ou à Boston, coaché par Brad Stevens, ou ce genre de bon contexte,
Après, c'est vrai que si tu le mettais tout seul pour tenir une défense à Orlando ou à Atlanta ou je sais pas où, oui, il aurait pas pu transcender son système comme d'autres peuvent le faire. Peut-être c'est ça que tu veux dire. Genre Rudy Exact. Gobert, tu le mets n'importe où, il peut transcender il peut élever le niveau de l'équipe défensif à lui tout seul. Marc c'est pas ça, quoi. Exactement, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et je pense que c'était aussi vrai pour l'attaque que pour la défense, c'est que ouais, Marc Gasol était fait pour être un joueur d'équipe et il a eu la chance de tomber dans les bons contextes et dans les timings, plutôt dans des bons timings, quoi. Donc Ouais. il en a profité et puis eux en ont beaucoup profité aussi parce que c'est un joueur extrêmement intelligent des deux côtés du terrain. Même s'il n'était pas forcément d'un talent peut-être inné ou en arrivant qui était forcément au-dessus du lot, quoi. Après, tu vois, au niveau des stats défensives, ça regroupe un peu avec ce qu'on dit. Du coup, au niveau des on-off, il y a beaucoup de variations et on a l'impression que c'est un peu selon les contextes qu'il y a des variations. Au niveau Mm. des stats all-in-one de Basketball Index, le score défensif, bah, c'est pareil, c'est pas la folie, quoi. C'est pas du tout aussi bon que d'autres protecteurs de panier ou d'autres intérieurs défensifs de la décennie. Donc voilà, on a ce même constat au niveau des stats quand on recoupe les stats défensives. Après, encore une fois, pour moi, la vraie valeur de Marc Gasol, c'était que, certes, il n'a jamais été transcendant ni en attaque, ni en défense, peut-être aussi, mais c'est quelqu'un qui, pendant 10 ans, quasiment, a été parmi les 30 ou 40 meilleurs joueurs de NBA, à défaut C'est d'avoir ça. été jamais top 10, quoi. Et c'est ça la vraie valeur, quoi. Ah, je suis Mais d'accord. donc, Ouais, et puis c'est pour ça qu'il est fait pour ce type de. Enfin, en tout cas, dans ce type de classement, il est fait pour sortir, je trouve, plutôt haut. Et du coup, moi, j'avais une question à te poser, c'est si ouais. tu devais le rattacher à un autre joueur qui te fait penser à lui, est-ce qu'il y a un nom qui te vient naturellement dans le profil? C'est une bonne question. Tu veux dire dans la décennie ou Ouais, dans actuelle? la même décennie, ouais. À qui tu pensais, toi? Alors moi, je me disais que Al Horford, c'était un bon point de comparaison pour lui, parce que je trouve qu'il y avait ce côté joueur de collectif euh, qui était dans les deux cas très présent, et autant en attaque qu'en défense, quoi. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, on peut passer au classement hein, directement si tu veux. Moi, je l'avais à peu près dans cette zone-là également. Marc Gasol proche de Hallerford. Où est-ce que toi tu l'imaginais? Bah c'était ça aussi, ouais. Ouais. C'était ça aussi. Et la question c'était est-ce que je le mettais au-dessus ou en dessous? Là, après en avoir discuté avec toi, au début j'étais plus pour le mettre entre par exemple un Orford et un Dwight, et finalement je me dis je le mettrais bien en dessous d'Orford parce que peut-être que finalement il y en a un des deux qui était plus doué en attaque que l'autre, et c'est pas forcément celui que je pensais initialement. Oui, oui. Hallerford fait quand même pas mal de saisons en étant. Enfin, Hallerford est un meilleur scoreur individuel, de manière Exactement. assez claire pour moi, avec de plus gros volumes, plus de production aussi, plus de responsabilités. Là où Marc Gasol n'a jamais vraiment été la première option de son équipe, il y a des fois, Hallerford, il a été un peu de facto. Ouais, Atlanta. Euh, et je trouve que Hallerford pouvait faire des post-up ou ce genre de choses que Marc Gasol ne pouvait pas faire. Et en même temps, Hallerford, le fait est aussi qu'il a que 7 saisons sur la décennie, si on enlève un peu les années où il était blessé, C'est notamment. vrai, Donc il c'est reste vrai. un peu moins. Mais Marc Gasol également. Je sais pas, ça peut se disputer au nombre d'années, mais ça me va aussi de mettre Marc Gasol un peu en dessous d'Hallerford. Ça peut se défendre, sachant que Hallerford finit très très fort la décennie, et sachant que déjà en début il est bon. Là où Marc Gasol, il y a un peu une détérioration sur la fin aussi. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, c'est le cas, c'est le cas. C'est juste qu'il tombe dans les bons contextes. Hormis la dernière saison où vraiment on sent que post-titre, ça a été bah, dur. il est cramé. Hein. 2020, il est un peu cramé, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Et peut-être qu'aussi, il a juste pas eu la préparation qu'il fallait parce que il est pas forcément redescendu des deux titres consécutifs, mais il me semble que c'est ça, hein, avec l'Espagne et avec Toronto. Ah oui, d'accord. Je Ouais, calculais comment il avait pu être le champion avec les titre Warriors. NBA. Ouais, non, non, ok. Et, et oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Et j'ai l'impression que Carford, même s'il y a des blessures, on avait l'impression que de toute façon, il est tellement régulier que bon, Oui. il aurait eu quand même ces saisons-là, quoi. Ouais, et puis Hallerford, j'en avais parlé, mais pour moi, Hallerford, entre 2016 et 2019-2020, c'est un des meilleurs intérieurs de playoff de la décennie, quoi, en termes de Ouais, défense. potentiellement le. Ouais, Pour je moi, c'était réfléchis, lui et Draymond potentiellement le Green, meilleur. les pivots que tu voulais. Ouais. Et encore et je trouve Et qu'il a encore été. aujourd'hui, en fait, du coup, donc. Ouais, ouais, après le passage à Philadelphie. Mais non, non, mais ouais, je pense que je vais mettre Marc Gasol juste en dessous, du coup. Et du coup, ça ferait Marc Gasol et Iguodala d'affilée, qu'on aurait C'est ça, intercalé entre Tony Parker c'est ça. et Halford, du coup. Et du coup, Euh, ça va aussi dans le sens où je me disais, mais comment je place l'un par rapport à l'autre? J'y arrivais pas du tout. Et ensemble, c'est bien, du coup. oui, ça Ça me va ça bien. me va, ça me va. Mais tu vois,
aussi, petit truc à noter également, je pense que Marc Gasol est un peu sauvé aussi par la blessure de Kevin Durant. Pour le coup, parce que, alors pour le titre évidemment, mais Ah oui. pas seulement ça, c'est le fait que les Warriors étaient tellement blessés qu'ils n'ont pas pu totalement faire leur système de jeu et faire de la chasse au mismatch, quoi, finalement. Ah bah ils ont pas pu gagner la finale déjà parce que je pense que bon, Oui, mais plus que ça, ils n'ont pas pu faire vraiment jouer en five out et à chercher le clairement. mismatch et à créer des switches sans Kevin Durant, sans Klay Thompson, etc. Il y avait un potentiel beaucoup plus limité offensivement et du coup, Marc Gasol a pu rester sur le terrain toutes ces finales NBA, alors que si on faisait les previews et nous on réfléchissait à l'époque, on se disait ben, ça va être un peu compliqué, hein, Marc Gasol, de rester sur le terrain face à des Warriors qui avaient contre les Rockets, qui avaient fait que des switches, etc. Donc voilà, je pense que Clairement. heureusement, on Non, ne mais juge clairement. que ce qui est arrivé, donc c'est arrivé, prenons ça comme ça. Mais voilà, ok. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Du coup, ah bah tiens, j'ai pas noté le minutage de playoff, mais je crois qu'il est plutôt très bien placé. Ouais, il doit être élevé, ouais, quand même. Parce souvent, il a fait ou des séries longues ou plusieurs tours de playoff. Bah tiens, j'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est pas très grave, Ah, je le rajouterai peut-être au montage. très bien. C'est pas très grave. Marc Gasol, 17e minutage de playoff de la décennie, 17e, juste en dessous de Al Horford et juste au-dessus de Tony Parker. Ceci explique cela. Et du coup, petit quiz pour finir, si tu veux bien. Alors, c'est un qui a joué cette série? Qui a joué cette série-là? Et donc, on parle des deux équipes. C'est la série Memphis contre les Clippers en 2012. Un peu compliqué. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs de cette série qui a été la première édition avant la revanche en 2013? Des joueurs de cette série Memphis contre les Clippers, une série en 7 matchs. Alors, je commence Clippers. Bon, Chris Paul, Ouais, Blake Griffin, ouais, DeAndre Jordan. oui. Alors, est-ce qu'ils avaient Wesley Johnson? Non, c'est plus tard. C'est plus Ça. tard, ouais, c'est plus Ouais, tard. c'est beaucoup plus tard, ça. Le poste de 3, ça a toujours été une galère dans cette équipe. C'était un 3. ancien de Washington. Matt Barnes? Non, pas encore. Non, pas encore. C'est pas Von Barnes. C'est un ancien de Washington qui ensuite a fait du Dallas, mais qui n'était pas là pour le titre parce qu'il était blessé et qui a ensuite donc fait les Clippers. Ah, non, je l'ai pas. Un ancien des Washington Wizards années 2000. Le frère de Jimmy Butler. Jared Butler? Non. Caron Butler, je suis con. Caron Butler, oui. Jared Butler, c'est Évidemment. un peu plus récent, ouais. Oui, largement plus récent, ouais. Ouais. Le meneur backup, Ca- tu connais. Meneur backup. Le meneur backup. C'est le mini LeBron. Oui, c'est un Eric Bledsoe. Et du coup, Avec Bledsoe, ouais. il y a Eric Gordon, du coup. Non, non, Non? puisque comme il y a Il Chris est pas. Paul, Ah. Eric Gordon est Ah, du bah coup oui, oui, effectivement. chez les Je Hornets. suis bête. Par contre, il y a un autre meneur qui était le meneur de LeBron James à Cleveland, première période. Euh... Première période. Mo Williams? Exactement, Mo Williams est dans cette équipe. Ah ouais, il était encore NBA, lui. Ok. Il joue dans cette série, ouais, effectivement. Il jouait poste. Non, il jouait poste 1, il jouait du coup. Poste 1-2, on va dire. Ouais, ok. Et puis on avait un shooter fou aussi. Un shooter fou qui est. Randy Foy? Alors Randy Foy était pas là, effectivement, mais je pensais pas à lui. Ok. Non, je pensais à un mec, un ancien tête brûlée des Washington Wizards de cette époque-là. Un Jordan Crawford? Non, un autre à côté. Un mec qui tire à 3 points. Dans cette équipe. Un mec qui tire à 3 points, qui pense que ça rentre, qui se retourne et en fait le tir est pas rentré. Ah, Nick Young. Exactement, Nick Young. Ouais, c'est vrai qu'ils voulaient pas gagner en fait. Randy Foy, tu l'as cité, excellent. On avait un gros barbu qui était spécialiste du rebond offensif, ça te dit rien ça? Un poste 4, gros barbu, des bras énormes, qui s'appelait Reggie. Reggie Bullock. Non. Non, mais non, Reggie. Non, attends. Reggie. Je le vois. Je le vois, mais j'ai pas le nom. Reggie et. Evans, ouais, Reggie Evans. Ouais, Reggie Evans, effectivement. ouais. Et puis, bon, je t'épargne Bobby Simmons, mais par contre, le dernier, c'est quelqu'un qui est papa d'un joueur des Rockets actuellement. Ça te dit quelque chose ou pas? Il y avait Kenyon Martin? Exactement, Kenyon Martin a joué cette série Memphis Clippers 2012. C'était la fin pour lui. Et c'est donc après qu'il va au Knicks. Oui, Ok. tout à fait, ouais, la saison Ouais, d'après. ok. Tout à fait. C'était la fin de carrière est compliquée quand même. Donc, bah, t'as tout le monde du côté des Clippers. Ah oui, et donc il y a une deuxième équipe. Bah, il y a l'équipe de Marc Gasol, hein, puisque c'est quand même le quiz de Marc Gasol. Marc Gasol, donc bon, il y a Zach Randolph, Ouais, il y a Mike Conley, oui, il y a Rudy Gay encore. oui, tout à fait.
Il y a Tony Allen. Oui. Voilà. Voilà, Si je te voilà. dis ketchup. Ketchup. Ah, il y a O.J. Mayo encore? Je pensais qu'il Exactement. était. O.J. Ah Mayo. non, parce que la suspension, elle dure que 10 matchs. Ouais, ok. Tout à Je fait. sais même pas cette année-là. Ok. O.J. Mayo. Alors, on avait un ancien des Wizards également, mais de cette époque-là, mais encore plus. Ça s'est fini de manière encore plus déjantée. Gilbert Arena? Exactement. Gilbert Ah Arenas ouais. joue cette série-là pour les Grizzlies. Ah, ça me Euh, sonnait pas du tout, tu vois. on avait un poste 4 avec un petit tir à mi-distance qui ensuite fera du Warriors. Ah, ben, Mospit, du coup. Mospate, ouais, effectivement. Ouais. Également un autre poste 4, alors je sais pas trop comment te le décrire lui, qui a fait pas mal d'années aux Pelicans, je crois. Non, c'était Dante Cunningham. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai qu'il est pas facile à décrire, ouais. Non, on avait un pivot égyptien, je crois, un immense pivot égyptien. Ah, oh là, le nom est compliqué, hein. Oui, Hamid? exactement. Ouais, je te l'accorde. Ahmed Haddadi, Ahmed Haddadi, ouais. effectivement. Bon, on avait Josh Selby également qui était par là. Et puis le dernier, c'était un 3D, un 3D de Memphis qui ensuite fera des Pelicans, je crois. Comment le décrire? Comment le décrire? Moi, je l'adorais. C'était un de mes premiers chouchous. Il s'appelle Quincy. Ah, Quincy non, pas non, pardon. Pas Miller. Bah, du coup, je crois pas, alors. Non, c'était Quincy Ponnexter. Ah oui, ah si, ok, ouais. Mais Et donc voilà. ça venait pas, ouais. Ok. Mais alors, c'est marrant, tu vois, parce que aujourd'hui, des fois, je vois des effectifs et je me dis, waouh, c'est vraiment pas profond et tout. Et en fait, quand on fait ce genre de jeu, de quiz, chaque fois, je me dis, mais en fait, c'était bien pire avant, quoi. C'est-à-dire que Oui, t'avais vraiment des rotations très, très, très restreintes, quoi. oui, effectivement. T'avais Ouais, c'est... 6-7 joueurs NBA, puis après, bon, fallait remplir les postes, quoi. ouais, après, si peut-être qu'on nous pose la question à l'époque, on dit ah non, mais il est très bon, Dante Cunningham. Maurice Pate, c'est C'est pas cool, toi qui quoi. voulais le mettre dans le top. D'ailleurs, tu voulais pas le mettre dans le top 100 dans Cunningham? Non, 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 je crois. Non, finalement, t'es revenu en arrière. Non, c'est pas ça. C'est, je te l'avais fait deviner sur un quiz et t'étais étonné qu'il ait plus de 10 000 minutes NBA ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça, ouais, ok. On a déjà parlé de Dante Cunningham, mais effectivement, bref.